Bonjour. Oui, a priori ça marche. Bonjour, bon après-midi. Merci donc d'être venu à cette table ronde qui a pour intitulé à la fois modeste et ambitieux de savoir ce qui reste. Alors ce qui reste de quoi? Comment ça reste? Avec qui? Par le truchement de qui? Voilà un peu toutes les questions que nous allons essayer de parcourir très rapidement au cours de cette heure. Alors, avant peut-être de commencer, quelques mots rapides et sur les livres et sur les auteurs, après quoi je céderai le crachoir, si j'ose dire. Donc, alors peut-être une première chose, on a ici trois premiers romans, donc Partout le feu d'Hélène Laurin, pardon, chez Verdier, Aulus de Zoé Cosson chez Vertical, Gallimard, pardon, L'Arbalète, Gallimard, autant pour moi, et enfin à l'ogre, Ibrahim Kachouch de Maxime Actis. Alors trois romans qu'on pourrait estampiller très rapidement avec l'étiquette de premier roman, et ça serait non pas leur faire injure, mais ça serait peut-être un peu méconnaître leur ampleur, leur ambition, car tous les trois, à leur façon, de leur manière propre, avec leur style et leurs approches, prennent sur leurs épaules, si tant est qu'un roman ait des épaules, un fardeau et un poids particulièrement important. C'est celui de ce que Baudelaire appelait les grandes avenues de l'imagination et surtout de l'histoire. Dans le cas d'Hélène Laurin, par exemple, Partout le feu, il s'agit de prendre ce qui pourrait paraître être un simple élément, une étincelle, l'étincelle au bout d'une allumette, au bout d'un briquet, mais qui en fait agrège toute une série de symboles, toute une histoire qui va ressortir, qui va être actualisée et qui va d'une certaine façon prendre feu au contact de la question la plus brûlante aujourd'hui, qui est celle de notre planète qui est en train de s'embraser, qui est sur le point de s'embraser. Donc un symbole multiple, et cette multiplicité, on la retrouve aussi dans l'histoire qu'aborde Zoé Cosson dans Aulus. Ça va être une histoire feuilletée, l'histoire d'un petit bout des Pyrénées, une petite ville des Pyrénées, Aulus, une ancienne ville thermale, et ville dans laquelle se feuillettent, se superposent des strates et des sédiments d'histoire, une histoire très très ancienne, plus qu'humaine, celle de la géologie, une histoire un peu moins ancienne, qui est celle de l'occupation des lieux, des industries qui l'ont occupée, et une histoire immédiate, celle de la narratrice venue vivre avec son père dans un ancien hôtel que celui-ci a racheté. Et enfin, chez Maxime Actis, une autre histoire, une histoire qui est à la fois tristement immédiate, puisque c'est celle de la Syrie, c'est celle de ce qu'on peut bien appeler un génocide d'un peuple par celui qui est censé en tenir les rênes, et une histoire qui va se diffracter, se ramifier, ou plutôt lancer ses échos, puisqu'il va être question de voix, à travers le personnage, ou plutôt la figure d'Ibrahim Kachouch. Alors je dis figure parce que c'est un personnage mobile, un personnage fluide, dont l'identité est, au moins jusqu'à un certain point, relativement flottante. Donc peut-être déjà ce premier point de convergence des premiers romans qui, dans des dimensions somme toute modestes, prennent et assument le poids de l'histoire, comme aurait dit Pérec, avec sa grande hache. Autre point de convergence peut-être qu'on peut signaler avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est la façon dont ces trois romans trouvent une forme proportionnée à la gravité, à l'ampleur de leur sujet. Chez Hélène Laurin, il s'agira alors de ce que je qualifierais rapidement et qu'on affinera certainement par la suite, d'une coulée de vers libre, d'une coulée de paroles qui se greffent sur le vers libre, d'une parole qui va suivre peut-être les mouvements fluides, les mouvements oscillatoires du feu ou de la flamme, mais d'un autre côté aussi une parole extrêmement rigoureuse. Chacun sait que le feu est peut-être l'élément central d'un certain nombre de rites et qu'avec les rites, on ne plaisante pas. On effectue un certain nombre de gestes, on les accomplit ou on essaie de les accomplir. Et quels sont les gestes que peut accomplir une jeune femme, l'héroïne,
la narratrice, peut-on parler de narratrice pour des vers libres, en tout cas du roman. Quels sont les gestes qu'on peut accomplir pour avertir, pour endiguer, pour conjurer, pour surveiller la marche de cette destruction inéluctable, avant peut-être de s'y rendre et avant peut-être d'être soi-même une espèce de victime expiatoire et exemplaire. Chez vous, Maximactis, on va avoir une espèce de contraste, voire de contradiction entre d'une part un style qui fait le choix de la concentration, de la condensation. On aurait dit au XIXe siècle de la naïveté, mais avec tout ce que la naïveté peut avoir de positif, une espèce de tentation, de tentative, de volonté, ou de demeurant très réussi, d'aller vers l'immédiateté, vers la saisie immédiate dans la simplicité des mots du réel, et d'autre part, la rigueur de l'enquête, puisque le livre suit l'enquête de J.H. J.H. sont les initiales d'un journaliste qui a réellement, alors je mets tous les guillemets possibles autour de réellement, parce que la question de la fiction, de la réalité nous entraînerait très très loin, en particulier avec ce livre, mais d'un journaliste qui a réellement enquêté sur la figure d'Ibrahim Kachouch, lequel fut ou ne fut pas, ou fut le prête-nom, ou ne fut pas le prête-nom, mais en tout cas il y est indissociablement à une chanson contestatrice qui, traduite en français, donne quelque chose comme « dégage, Bachir, dégage ». Et c'est là-dedans, dans cette espèce d'agrégation, dans cette espèce de rapprochement entre la naïveté, la simplicité du style d'une part, et d'autre part l'intransigeance, la rigueur, le pas à pas de l'enquête, que se situe, que je pourrais appeler, puisque on a parlé de feu avec Hélène Laurin, le point de déflagration du livre. Et enfin, pour ce qui vous regarde, Zoé Cosson, parce que c'est votre tour maintenant, sur les trois, pour ce qui vous regarde, on va avoir d'une part une langue qui va être une langue extrêmement picturale. Vous attachez une très très grande importance à la vision, à la direction, à la ligne, à tout ce qu'on appellerait en termes de peinture le contour. Et d'un autre côté, à tout ce qui, dans ce contour extrêmement précis, dans ce relevé des lieux, dans ce relevé des histoires de cet endroit Aulus, dans les Pyrénées, je ne sais pas si on prononce bien, c'est Aulus, c'est ça ? Aulus, dans les Pyrénées, dans ce relevé des lieux, tout ce qui va peut-être sortir un petit peu de la norme, tout ce qui va être du côté des fous, des idiots, des vies qu'on pourrait appeler des vies qui sortent un petit peu de la norme. Et là encore, c'est ce mélange qui, a priori un petit peu contradictoire, va permettre de saisir, ou à tout le moins de circonscrire le mieux possible Aulus. Donc voilà, donc je vais parler très rapidement des trois livres, j'ai essayé d'en donner rapide idée que nous allons bien entendu creuser et fouiller un petit peu au fil de notre conversation. Et j'aimerais en revenir maintenant au titre de cette table ronde. Que reste-t-il ? Qu'est-ce qui va nous rester ? Qu'est-ce qui va rester d'une planète en flammes ? Qu'est-ce qui va rester de la révolution syrienne ? Qu'est-ce qui va rester d'un lieu qui figure certes bien sur les cartes de l'état-major ou sur les cartes IGN, mais dont je pense que pas grand monde ici n'avait entendu parler. Alors, avant d'y venir, j'aimerais parler de quelqu'un qui est aussi extrêmement lié aux Pyrénées, quelqu'un dont le nom est sans doute assez oublié aujourd'hui, et peut-être pour cause et à juste titre. Il s'agit de Pierre de l'Ancre. Alors Pierre de l'Ancre était un démonologue, théologien, autour du XVIe, XVIIe siècle. Il avait cette phrase « Le diable éloigne les enfants pour éviter que la vue de tant de choses horribles ne les rebute ». Il me semblait que cette phrase condensait un petit peu les différents fils qui se mêlaient dans vos différents livres. D'une part, le diable, le mal absolu, ce mal absolu que peut être un pays qui détruit ses propres habitants comme la Syrie, ce mal absolu qui est l'embrasement de la planète, cette espèce de suicide d'une espèce qui emporte avec elle toutes les autres. De manière un peu plus discrète chez vous, Zoé Cosson, il est aussi question d'un mal absolu. Je pense à la mine dont vous parlez et aussi à tous les cas de cancer. Et puis il est question aussi, un peu comme un fil rouge, à travers
une chanson, entre autres, d'un paradis perdu, quelque chose qui aurait pu être un âge d'or du lieu, que tout le monde regrette. C'est l'âge d'or du thermalisme, de la cure. Il est question des enfants dans la citation que je viens de faire. Et effectivement, on a ici des points de vue qui sont alors des points de vue de la jeunesse, ou en tout cas d'une jeunesse prolongée dans votre livre, Hélène Lorrain, point de vue de votre personnage principal elle est née en 86, à l'époque de Tchernobyl, mais elle fait beaucoup moins, en tout cas beaucoup moins autour de ces gens que pouvaient brocarder Brassens, entre autres, autour des gens bien pensants. Elle fait beaucoup moins que son âge. Chez vous, Maxime Actis, il y a toute l'importance des enfants. C'est le moment où les gosses, c'est le terme qu'il y a dans votre livre, je le reprends, c'est le moment où les gosses disparaissent, qu'une certaine parole se libère. Et enfin, donc chez vous, Zoé Cosson, la narratrice, étant enfant au départ, elle a 8 ans, je crois, si je me souviens bien. Donc tout cela va se mêler un petit peu, va permettre de poser la question à tiroir, question à étage, qu'est-ce qui reste? À quoi ressemble ce qui reste? Est-ce que c'est ce qu'on voit, comme des enfants devant un sabbat, devant quelque chose de monstrueux? Qui le voit? Des enfants, des innocents marqués par ce qu'on appelle la solastalgie, c'est-à-dire cette espèce de douleur de voir la planète qui disparaît. Comment on le voit? Et est-ce qu'on agit aussi? Est-ce qu'on reste à distance pour ne pas être buté, ou est-ce qu'on agit? Est-ce que, comme Ibrahim Kachouch, on lance une chanson et ensuite on se fait trancher la gorge? Est-ce que, comme votre personnage, Hélène Lorrain, on essaie de pousser les autres à agir jusqu'au désespoir? Toutes ces questions vont se poser, vont se ramifier. Et voilà, donc j'ai énormément parlé, peut-être trop, donc je vais maintenant vous céder la parole et pouvoir enfin faire ma sieste digestive. Donc, Hélène Lorrain, je vais commencer par vous. Vous n'avez pas de chance. Alors, j'aimerais, moi, commencer simplement par une question d'ordre purement formel. Formelle et peut-être historique et contemporaine. On a une période où on nous en rebat suffisamment les oreilles, une période où c'est la domination de l'image instantanée, de ce qu'on peut attraper sur, je sais pas moi, sur Twitch, sur TikTok, sur Facebook, une espèce de flux, puisque c'est le terme consacré des images. Et j'étais frappé par le fait que votre roman est aussi une allure de flux. Alors certes, il est entrecoupé de passages purement factuels, les post-it qu'écrit votre narratrice, mais je me demandais si d'une certaine façon, le choix de cette forme sans ponctuation, de cette forme qui coule, n'était peut-être pas aussi une façon de faire pièce à ce flux interminable des images. Longue question, je m'en excuse. Bonjour à toutes et à tous. Merci Damien. Il y avait clairement l'idée dans cette forme, donc en vers, sans ponctuation, de pouvoir accueillir en fait les flux, plutôt que de déplorer en fait leur omniprésence, plutôt leur trouver une forme qui puisse les accueillir dans toute leur multiplicité, leur diversité, mais aussi laisser place à autre chose. Mais ce que j'ai aimé dans cette forme, comme vous l'avez dit, qui coule, chaque vers nous fait en quelque sorte tomber dans le prochain, dans quelque chose qui est d'organique en fait, de l'ordre de la rivière ou du flot, du flux. Il y avait l'idée qu'on pouvait y intégrer quelque chose de non organique, donc de numérique. Dans cette forme-là, on peut facilement intégrer des SMS, par exemple, qui constituent quand même une grande partie de nos échanges écrits quotidiens. Et pourquoi déplorer simplement la perte d'une langue bien ponctuée parfois, ou d'une certaine orthographe, et pourquoi pas explorer en fait ce que ça fait de venir intégrer ces fragments d'écriture quotidienne et de voir ce que ça fait littérairement. Donc il y avait
il y avait aussi cette idée que cette forme-là, elle peut accueillir des SMS, elle peut accueillir des paroles de chansons sans rupture. En fait, ça vient s'intégrer dans ce flot-là. Ça peut intégrer des descriptions de vidéos. Il y a un documentaire qui revient sans cesse dans Partout le feu. Voilà, White Plants de Nicolas Imbert, que je vous recommande. Donc j'aimais cette idée que ce soit finalement une forme contraignante, mais très accueillante pour toute une hybridité de choses, et des choses très contemporaines, populaires. Il y a beaucoup de chansons pop dans mon livre. J'aimais cette ouverture-là. Cette ouverture et ce terme d'accueil que je vous reprends très volontiers, ce terme d'accueil, on le retrouve aussi, me semble-t-il, chez vous, Maxime Actis, dans la mesure où, au-delà donc des caractéristiques de votre écriture que je soulignais tout à l'heure, il y a une façon d'accueillir dans le texte, j'allais dire presque des textes autres. Alors il y a la chanson dont on parlait, donc celle qui intime au dictateur syrien de dégager. Il y a aussi, alors ça je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un autre personnage assez essentiel, un jeune homme, enfin peut-être plus si jeune que ça, un type, comme vous dites, quand vous le présentez, qui erre du côté de la Grèce, puis de la Turquie. Et les endroits où il se trouve en Grèce sont d'abord présentés en alphabet cyrillique, enfin en alphabet grec, pardon. On a également donc la chanson dont je vous parlais. On a aussi des fragments de, je ne sais pas comment on peut les appeler, des slogans, peut-être des graffitis. Il y a une façon d'accueillir d'autres formes. Et il y a même, dans la matière même de la grammaire, de la syntaxe, vous avez choisi l'écriture inclusive. Et c'est aussi une façon d'accueillir dans une forme identique, dans une forme unique, une pluralité, ou en tout cas au moins une dualité, sinon de déclinaison, au moins de genre. Et donc la question que je me posais, est-ce que c'était aussi peut-être dans un pays comme un pays comme la Syrie, un pays qui est abandonné par ses observateurs qui observent, comme on écrit un moment, est-ce que c'était aussi un moyen de, pour employer une expression extrêmement galvaudée, de renouer une espèce de lien, d'unité? Oui, alors merci pour cette question. Peut-être je vais essayer de reprendre cette question du flux pour arriver à ça. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce qui se passait en Syrie, c'était pas du tout dans le cas d'un livre, c'était vraiment une préoccupation personnelle. Et justement, en fait, j'étais pris dans ce flux, dans le flux de ce printemps tardif en Syrie, sur Twitter, sur Facebook, etc. Et moi, assez vite, finalement, on va dire que les images affluaient. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression que tout est devenu extrêmement difficile à comprendre. Et c'est vrai que après avoir rencontré notamment un article d'un journaliste anglais qui travaillait sur Ibrahim Kachouch et qui se demandait justement après 4 ans de révolution où finalement on n'entendait plus trop parler on va dire dans les médias occidentaux de ce qui se passait, mais que les images continuaient d'affluer. Un article qui essayait de comprendre un petit peu qui avait pu être cette figure, comment est-ce qu'on l'avait comprise nous et où est-ce qu'on en était avec. Et c'est vrai que à partir de la découverte de cet article, moi j'ai voulu reprendre tous ces témoignages, toutes ces vidéos que j'avais pu rencontrer et que je continuais en fait par intérêt personnel de regarder. Et je me suis dit, peut-être que je pourrais essayer de trouver une espèce d'ordre pour comprendre ce qui se passe et finalement essayer de donner une forme pour que on passe d'un flux complètement incompréhensible sur ce qui se passe à quelque chose de beaucoup plus... j'aime bien cette idée d'accueil parce que c'était aussi pour qu'on acquiert une nouvelle compréhension de ces images et que le travail de fiction, le travail d'écriture, il s'intéresse à essayer de
recoller des bouts ensemble, les images sont disparates, elles viennent d'un tas d'endroits en Syrie notamment, et même de l'extérieur, et elles sont surtout captées de l'extérieur, parce que moi je ne me suis pas rendu en Syrie, tout ça c'est des choses, ce sont des reflets de ce qui se passait, et pour moi le travail de montage et le travail d'écriture, il était vraiment là pour faire en sorte qu'on puisse recoller des bouts ensemble, qu'on puisse comprendre ce qui s'était passé, et que dans des événements qui étaient devenus illisibles avec le temps, et ce déferlement d'images, on puisse y sentir une trame, et aussi des trajectoires, et que dans des trajectoires individuelles, on puisse comprendre des trajectoires collectives sur un territoire pressé. Alors vous avez employé un terme très intéressant, enfin, tous vos termes sont très intéressants, mais celui d'illisible et de lisible. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé en lisant vos 3 livres, et entre autres le vôtre, Zoé Cosson. C'était cette volonté de donner corps, alors pas nécessairement lisibilité, au-delà peut-être même, ou en deçà comme on voudra, selon la hiérarchie des sens, mais de donner à voir ce qu'il pouvait y avoir, ou ce qu'il pouvait y avoir eu sous les yeux. Et je pense notamment à un certain nombre de passages de votre livre où il s'agit de descriptions de photos ou de cartes postales, je ne sais pas si ce sont des photos ou des cartes postales. Donc on décrit un boucher avec sa moustache en chevron face à devant ses carcasses de viande. On décrit aussi des laitières, mais notez-vous, elles jouent à la laitière. On décrit aussi celui qu'on appellerait très vite, et sans rien de péjoratif, un idiot du village. Et toutes ces photos sont décrites avec une grande rigueur, le positionnement dans l'espace, la perspective, et ainsi de suite. Et outre les photos, il y a toute la découverte de par votre narratrice du paysage. Il y a un très très beau passage où, explorant la montagne, grimpant, elle devient corps tout entier. Je crois qu'elle parle d'enveloppe charnelle ou enveloppe de chair à un moment. Et je me demandais si un des enjeux, une des ambitions de ce livre, au-delà de tout l'aspect historique dont j'ai pu parler très rapidement tout à l'heure, n'était pas aussi de donner à voir, de donner un équivalent sensible dans l'écriture de l'expérience qui est celle de la vision, quoi. De la vision, oui, c'est vrai, mais c'est aussi, je pense, lié à la marche. J'ai l'impression que la narratrice, en même temps, elle n'a pas beaucoup de corps, et en même temps, elle a ses yeux qui se déplacent dans l'espace, et c'est à travers ce regard-là, en fait, qu'on découvre la géographie de l'espace. Mais oui, il y a quelque chose de l'ordre presque d'une caméra, en fait, comme si c'était une caméra qui se déplaçait, qui choisissait un petit peu arbitrairement de zoomer sur des détails, parfois d'avoir plutôt des gros plans, et aussi tout un travail de montage qui est lié à la vidéo et à cette vision-là du paysage. I am a camera, disait l'auteur demain. Comment s'appelait-il ? Bon, son nom m'échappe, vous le retrouverez. Mais en tout cas, oui, il y a ces questions de l'œil qui se déplace, de l'œil mobile, et cette idée d'une mobilité du regard. Ça m'amène à vous, Hélène Laurens. Moi, j'étais très frappée par le fait que votre livre, donc les spectateurs, nos auditeurs l'auront compris, a pour point nodal et pour narratrice une militante, une activiste, on dirait en mauvais français, mais il n'empêche que vous laissez largement la place à d'autres points de vue, à d'autres regards. Vous laissez entendre toutes les paroles qui font de cette narratrice, disons les mots tels qu'ils sont, une folle ou une idiote. Les paroles de la famille, les paroles des flics. Et je me demandais, est-ce que ça aussi, vous parliez d'accueil tout à l'heure, est-ce que le fait de entendre des voix contradictoires et dialectiques, ça faisait partie de cette politique, si j'ose dire, d'accueil ? Oui, on pourrait totalement dire ça. C'est vrai que c'était important pour moi de ne pas transcrire le discours de ma narratrice Laetitia d'une manière qui pouvait laisser à penser que c'était de la communication en quelque sorte pour sa lutte. Donc elle est engagée contre l'enfouissement des déchets nucléaires dans une ville qui s'appelle dans ce livre Boudin.
et qui fait très fort penser à une ville qui s'appelle Bure en Meuse, dans laquelle un projet d'enfouissement imminent est en cours. Et peut-être que c'était une façon de brouiller les pistes, c'est-à-dire de ne pas avoir à m'exposer moi dans ce que j'en pense, bien que évidemment je comprends tout à fait Laetitia venant de ce territoire. Moi j'habite dans le Grand Est. Voilà, j'ai des amis qui sont dans l'antinucléaire, donc mais il y avait l'idée aussi que c'était intéressant, pas forcément plus équilibré, c'est peut-être pas le bon mot, parce que je pense pas qu'on cherche un équilibre forcément en écrivant. Le chaos, c'est pas mal aussi, mais j'avais envie que qu'on ait de l'empathie en fait pour les personnes qui ne la comprennent pas, même quand ils défendent l'indéfendable, c'est-à-dire quand ils sont climato-sceptiques ou quand ils la ridiculisent, quand ils l'ostracisent. Mais parce que c'était une façon de continuer le dialogue en fait. Donc par exemple je donne la parole à son beau-frère qui lui prend la voiture tous les jours, il est frontalier, il prend la voiture, il a une énorme voiture évidemment, très polluante, et il va au Luxembourg pour gagner beaucoup d'argent, probablement dans un secteur pas très écologiste. Et ils ont du mal à se parler, mais je lui laisse la parole parce que je crois que c'est tout à fait ça, c'est une idée d'accueil de la contradiction pour faire qu'il ne s'agisse pas de communication, mais bien de littérature, quoi. Vous lui laissez la parole, mais il y a un moment où il s'étouffe, justement. Ça, c'est ma petite vengeance personnelle, ouais. Et alors, justement, cette idée de laisser la parole, ça m'amène à la nature, si j'ose dire, la teneur des mots. Et Zoé Cosson, je repense à vous, il y a un moment, votre narratrice écrit « J'apprends beaucoup, j'apprends les arbres, j'apprends les montagnes ». Et dans la même énumération, il y a aussi des mots du cru, des mots du lieu. Et je me demandais d'abord, est-ce que ce projet d'Olus n'a pas quelque chose d'un petit peu encyclopédiste, n'a pas un petit peu quelque chose de l'idéal encyclopédiste, c'est-à-dire tout répertorier la vie d'une communauté, ses mots, ses paysages, ce à quoi ça ressemble, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai que ça pourrait faire penser presque à une sorte d'épuisement du lieu, mais je crois que c'était pas le projet. C'était plutôt de réussir à mettre presque tout ce qui constituait le lieu pour moi, en fait, dans ma mémoire. Et donc, effectivement, je voulais proposer plusieurs entrées possibles dans le paysage, aussi bien à travers des gens que des moments, que des choses comme le clocher de l'église, enfin, des détails. Alors cette importance des détails, on la retrouve, si j'ose dire, de manière inversée un petit peu chez vous, Maxime Actis, car vous allez souvent très très vite à des formules sans haine péjoratif là derrière, mais qui relèvent d'une espèce de généralité ou de stylisation. Par exemple, quand vous parlez des militaires à la solde de Bachir, ce sont les hommes en kaki ou les hommes kaki. Et j'étais frappé par le fait que pour rendre quelque chose qui est quand même, il faut bien le dire, le massacre d'une population, vous alliez toujours vers des formules qui, un petit peu comme des vers d'ailleurs, un peu comme chez Hélène Lorrain, sont tout de suite mémorisables. Et je me demandais un petit peu, vous pourriez peut-être nous parler un peu de ce choix d'écriture qui n'apparaît peut-être pas comme une évidence immédiate. Alors effectivement, en fait, là, ça concerne. Le texte est divisé. Le texte suit plusieurs trajectoires narratives, et celle dont vous parlez, c'est effectivement une sorte de. Initialement, le texte a beaucoup bougé. C'est peut-être un peu de jeunesse de l'écriture, mais bon, ça permet d'expliquer un peu. C'est que il y avait le texte initial avec les différents fils narratifs, et à la fin du texte, il y avait un conte. Qui était inspiré d'un conte, d'un conte arménien, et j'avais essayé de l'adapter à ce qui s'était passé au tout début, ce qui a finalement mis le feu aux poudres de la Révolution,
C'était des incidents qui ont lieu à Dera, qui est une ville au sud de la Syrie, et où des jeunes en fait ont commencé à écrire des slogans dans les rues et ont été enlevés par l'armée. Et il se trouve que cet événement-là, qui a fait que la révolution est devenue ce qu'elle est devenue, en fait, s'est multiplié à un tas d'endroits. Et c'est vrai que c'était difficile, surtout au moment où j'ai commencé vraiment la rédaction du texte. C'était difficile de savoir par où commencer, parce qu'on était dans un moment, on était passé d'un soulèvement populaire à une révolution qui se voulait pacifiste, à une révolution qui avait, pour se défendre, dû prendre les armes, qui s'était transformée en guerre civile, puis en guerre internationale avec l'apparition de la Russie dans le conflit notamment. Et c'est vrai que je m'étais dit, mince, mais comment est-ce que je peux retrouver un fil là-dedans sans commencer à faire de la géopolitique, qui n'était pas du tout mon sujet. Et finalement, je me suis dit, je vais peut-être essayer de prendre cette trame initiale et de trouver une forme qui permette de l'appliquer finalement à tous les premiers foyers de la révolution syrienne. Et donc du coup, c'est vrai que je commence le texte en décrivant le territoire simplement, mais en décrivant le territoire depuis une carte, parce que moi c'est de là que je parle. Et puis ensuite, du coup, pour parler des militaires, d'essayer de quitter justement l'événement précis pour essayer de effectivement trouver des formules un peu qui pourraient permettre d'expliquer à d'autres endroits comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que c'était initialement un conte qui était prévu pour que j'explique à mes fils ce sur quoi je travaillais. Et finalement, je me suis dit, c'est plutôt au début du livre que ça apparaît. Je me suis dit, c'est finalement un livre sur cette révolution ratée et sur ses conséquences. Je vais le mettre au début. Et finalement, c'est un fil qui disparaît, un moment qui s'étouffe pour rejoindre quelque chose de beaucoup plus factuel, de beaucoup plus précis pour le coup, quoi. Oui, quand vous parlez du conte, il y a cette formule, c'est le cas de le dire, on ne peut pas utiliser de formule magique. Alors justement, cette idée de trouver une forme, pour reprendre la fameuse formule de Rimbaud dans la lettre à Paul de Mény, de trouver une forme est aussi très très présente chez vous, Zoé Cosson, dans la mesure où il y a dans votre livre un certain nombre d'artistes. Alors il y a un artiste du cru, un artiste local, qu'on pourrait peut-être appeler un artiste brut, qui fait des images à partir de feuilles, de fragments de la montagne. Mais il y a aussi le père de la narratrice. Le père de la narratrice organise, écrivez-vous, chacune des chambres de l'hôtel. Et dans ces chambres de l'hôtel, il y a un certain nombre d'objets qui vont être classés. Et d'autre part, le père de la narratrice, comme tout artiste digne de ce nom, transforme les objets, il leur ôte leur fonction et il leur donne un autre sens ou souhaite leur donner un autre sens. Et je me demandais aussi si ce livre n'était pas, à travers ces figures d'artistes, ces images d'artistes, un petit peu la trace de vos questionnements sur la façon dont, placé devant un lieu, placé devant son histoire, placé devant ses personnages et ceux qui l'habitent, vous-même, vous tâtonniez un petit peu. Enfin, est-ce que c'était pas aussi une interrogation sur votre propre méthode? Oui, c'est vrai. Je pense que au début du livre, en fait, j'explique que je suis à la fois extérieure au village et en même temps, j'y viens depuis que j'ai 8 ans. Donc il y a ce questionnement sur la place de la narratrice au sein du livre. Ensuite, je pense qu'effectivement, la forme du livre reprend cette manière de chercher comment rendre compte de ce paysage. Et comme on marche en montagne, il y a ce côté où les masses se déplacent autour de soi. Et d'une certaine manière, c'est ce qui se passe un petit peu dans le livre. Ça fait comme une sorte de balade, en fait, où on découvre des aspects différents du village. Multiplication des points de vue, un peu dont on a parlé avec Hélène Laurin, cette idée d'accueillir la contradiction, d'accueillir le contradictoire.
Mais pour en revenir un petit peu à cette idée de forme, moi j'étais très frappé par la façon dont vos 3 livres, et je pense qu'on l'aura un petit peu compris ou un petit peu saisi, c'est la façon dont ils interrogent les mots, la matière des mots, la matière verbale. Et tout à l'heure, vous parliez du nom que vous avez donné, du nom qui est donné, du nom fictif de Boudin. Alors peut-être pour donner rapidement le cadre dans lequel ce nom apparaît pour la première fois, c'est un moment où vous évoquez, où la narratrice évoque un certain nombre de technocrates se réunissant pour accumuler leurs arguments, les arguments qui permettraient de faire de ce lieu-là un lieu d'enfouissement des déchets nucléaires. Et arrive donc le mot de Boudin, arrive aussi le terme de saucisson. Et moi, j'ai pris donc bêtement mon Robert. Je me suis aperçu que Boudin saucisson désignait aussi des torches qui mettaient le feu aux mines. Et je me suis dit, il y a un petit peu... Alors ça, je cite l'exemple là parce que c'est peut-être le plus parlant avec de la torche, mais plus généralement, j'ai l'impression qu'il y avait aussi une volonté non pas d'enfouir des déchets nucléaires, mais peut-être de désenfouir le sens des mots, de faire ressortir des sens qui n'auraient peut-être pas. Donc je formule ma question peut-être de manière un petit peu plus claire et sous forme de question. Est-ce qu'il y avait aussi une volonté d'aller chercher dans la matière verbale des choses un peu cachées, des choses un peu enfouies, et grâce à cette forme libre qui est la vôtre, de les faire venir au premier plan, ou en tout cas de les suggérer? Je pense que cette forme qui est, vous le disiez pour le livre de Maxime, qui condense aussi beaucoup, il y a eu... et qui en ça se rapproche de la démarche poétique, permet effectivement de faire éclater le sens à des endroits où on ne l'attend pas, et d'une manière que moi je n'avais pas forcément envie de contrôler. Donc c'est vrai que souvent lors de rencontres, il y a des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, moi je vois dans le feu, pour moi, c'est le feu de l'incinération, parce qu'il s'agit de beaucoup de deuil. Laetitia perd sa mère. Elle m'a dit, pour moi, c'est ça. Moi, j'ai vécu ça, et ça m'a tout de suite amené à ce symbole-là. Moi, j'aime bien, en fait... dégraisser au maximum avec l'idée de laisser beaucoup de place à l'interprétation, à la lecture. L'absence de ponctuation contribue à ça, puisque on peut comprendre les phrases différemment selon qu'on les lit, qu'on les colle à un endroit ou à un autre. Il y a vraiment, ça demande un vrai travail en fait de lecture, et j'aime cette idée aussi. Ça rejoint celle de l'accueil en fait. Et pour revenir sur Boudin, donc Boudin saucisson, je ne savais pas du tout que ça évoquait la torche, donc merci. C'est vraiment du désenfouissement. Merci là. pour ce désenfouissement. Dans l'idée de Boudin, il y avait quand même l'envie ironiquement de signifier comme ça ce mépris qu'on peut ressentir par rapport à certains territoires. En France, voilà, l'idée de diagonale du vide, et il y avait cette idée que les gens qui y habitent en sont fiers en fait et défendent leur territoire, mais il lui colle au dos ce nom ridicule qui va dans la bouche de ces technocrates justifier en fait encore une fois de plus le fait que on puisse effectivement y enfouir des déchets, puisque c'est déjà quelque chose de méprisable. Et au-delà de ça, dans le nom des villes choisies, donc j'ai choisi de fictionnaliser les lieux, même si il y a toujours un reflet avec les vraies villes, on va dire. Il y avait, c'est un travail de création finalement assez simple. La ville dans laquelle les militants font éclater un feu d'artifice en ouverture du livre s'appelle Ficange. Donc en Lorraine, il y a beaucoup de villes qui terminent par le suffixe ange, qui vient de l'allemand ingen. Et Fic, c'est fuck en anglais. Donc il y avait aussi cette idée d'une ville salie en quelque sorte, où
Voilà, pour moi, ça faisait partie aussi, on parlait de paysage tout à l'heure, de la création de ce paysage fictionnel en le chargeant de ces symboles-là. Je me suis un peu éloignée de la question, mais... Au contraire, parce que là vous avez ouvert toute l'étendue, tout le spectre et toute l'ouverture du compas qu'il peut y avoir derrière les noms. Et c'est précisément aussi une des caractéristiques que vous avez en commun dans vos livres tous les trois, c'est cette façon de ne pas s'en tenir au nom même comme une espèce de données superflues, futiles, ou quelque chose qu'on verrait sur une carte et qu'on laisserait ensuite passer. Par exemple, je pense à vous, Maxime Actis, il y a, alors si je parle de manière très pompeuse, et très gourmet, mais le ciel m'en préserve, on dirait qu'il y a deux régimes de nomination chez vous. Il y a d'une part une nomination qui est de l'ordre simplement des initiales, JH dont on parlait tout à l'heure, une nomination flottante, Ibrahim Kachouch. Qui est Ibrahim Kachouch? Est-ce que c'était un routier? Est-ce que c'était le personnage que JH interviewe? Et enfin, il y a des noms extrêmement précis, des dates extrêmement précises. Et moi, je me demandais un petit peu pourquoi vous choisissez cette espèce de flottement dans les noms, d'un côté des choses très précises, très situables sur une carte, et puis de l'autre, des noms qui relèvent, en tout cas qui engendrent une espèce de rêverie fictionnelle, comme le GH dont on parlait. C'est intéressant parce que j'avais pas forcément réfléchi à cette question, mais Ça ne vous empêche pas d'y répondre. Ah oui, non, tout à fait. Non, mais du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand c'est précis, c'est que effectivement, ça relève des faits, et que tout ce qui est effectivement des acronymes, on peut dire que c'est les 2% de fiction qu'il y a dans le texte. Sachant que effectivement JH c'est James Harkin, sauf que c'est pas une traduction littérale de son article, que c'est une réécriture, même si tout est extrêmement fidèle. Et par exemple, tout à l'heure, vous parliez de ce personnage qui s'appelle juste, que je désigne comme un type, et qui finalement traîne. C'est une espèce de saisonnier, qui se balade en camion en Europe. Et c'est vrai que, par exemple, lui, c'est un personnage qui... c'est le seul personnage occidental du livre, avec JH, mais... et c'est vrai que le fait de le désigner par juste le fait que ce soit un type, ça permet aussi et qui concentre toutes ces questions autour de... qu'est-ce qui se passe en Syrie? Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je vois de ce qui se passe? C'était aussi une façon pour nous, lecteurs occidentaux, français, françaises, pouvoir aussi se projeter dans ce personnage-là, alors que les autres films narratifs sont presque plus de l'ordre du cortège funèbre, quoi. Et c'est vrai que... l'utilisation de ces dénominations un peu imprécises nous permettent de nous glisser aussi dans le caractère de fiction qu'il peut y avoir dans le livre. Cette façon de nommer tout en laissant latitude et coup des franches à l'imagination, c'est quelque chose, me semble-t-il, mais vous me détromperez peut-être, Zoé Cosson, qu'on retrouve dans votre livre. Il y a une façon de traiter les lieux et les événements qui passent aussi par des allusions à des choses très archaïques, très primitives. Par exemple, quand vous parlez de la mine, vous décrivez la gorge de la mine qui aurait vomi ses restes ou ses résidus. On a aussi cette idée de paradis perdu qui est évoquée à partir d'une chanson, je crois que c'est Lucienne Der, c'est ça? De Lille. De Lille, pardon. J'avoue que j'ai découvert grâce à vous. Et il y a aussi donc cette idée, peut-être plus largement, pour aller du côté du mythe ou de l'archaïque, il y a cette idée aussi du père qui, à un moment, un des aspects de roi, presque de roi shakespearien. Donc je me demandais si, pour aborder un paysage, un lieu tel que celui d'Aulus, vous n'aviez pas dû, à un moment ou à un autre, vous dire que là, il faut quand même que j'aille du côté du mythe, de quelque chose d'un peu archaïque, d'un peu archétypal, qui parle à tous les lecteurs
qu'ils connaissent ou non les Pyrénées? Alors, pas du tout. Non. Peut-être que c'est juste le besoin de trouver des images, en tout cas pour moi, pour m'exprimer. Mais j'ai pas du tout pensé à quelque chose d'archaïque. Je vois ce que vous voulez dire, mais alors j'y ai pas du tout pensé. Non. Voilà, donc ce qu'on disait, la latitude des effets de lecture, la preuve et la démonstration en marchant, comme disait l'autre. Alors justement, en marchant, c'est toute cette description en mouvement, et le mouvement m'amène à ce qui est un des corollaires du thème de cette table ronde. Que reste-t-il? Et une fois qu'on a fait le bilan, une fois qu'on s'est dit qu'est-ce qui va rester, la question se pose évidemment de qu'est-ce qu'on va faire. Donc que faire, comment agir. Et là, j'étais très très frappé par la façon dont, je vais commencer par vous, Hélène Lorrain, la façon dont votre narratrice semble épuiser un peu tous les modes d'action. Ça va de l'action violente en pleine ville, et puis jusqu'à un final, que je ne dévoilerai pas ici. Et j'ai eu vraiment ce sentiment que, au bout d'un moment, il y avait peut-être quelque chose, alors peut-être pas comme une faillite de l'action, comme un désabusement, enfin, en tout cas un questionnement sur la pertinence, la légitimité et la possibilité de l'action. Et peut-être quelque chose, je parlais de solastalgie tout à l'heure, cette mélancolie du climat, peut-être plus largement une mélancolie concernant l'action, la responsabilité individuelle. Pour moi, c'est vraiment le fait d'être empêché de poursuivre l'action, puisque Laetitia tombe sous le coup d'une décision de justice qui lui interdit en fait de rencontrer ses compagnons de lutte. Pour moi, c'est cet empêchement-là qui vient mettre fin à ce militantisme et à cette colère qui a un élan de vie réellement et qui transforme cette colère en désespoir, puisque le moment où on est dans la tête, dans le flux de pensée de Laetitia, elle est isolée, elle vit dans la cave de son père, elle ne peut plus agir, elle ne peut plus rencontrer ses pairs, la famille qu'elle s'était choisie finalement et qui la comprenait, qui étaient les autres militants. Donc ouais, j'irais plutôt retourner l'ordre et dire que tant qu'il y avait action, finalement je ne pense pas que la question ce soit est-ce que l'action est efficace, mais tant qu'il y avait de l'action, il y avait de la dignité, puisqu'il y avait du mouvement en fait. Et quand cette action est arrêtée, peu importe la forme qu'elle prend, là on tombe dans l'impuissance absolue. J'allais parler de la fin, mais je vais éviter. Mais c'est à ce moment-là qu'on suit Laetitia. C'est au moment où se flétrit en fait cette possibilité de faire, peu importe ce qui est fait en fait, même si c'est minuscule, même si c'est illusoire, même si c'est perdu d'avance. Je pense que ce qu'on voit avec elle, c'est que tant qu'on peut agir, et on peut comprendre ce terme de plein de façons différentes, il reste encore beaucoup. Oui, donc que reste-t-il de l'action, de la possibilité de l'action? Et c'est une question alors que ne se pose pas votre autre personnage dont vous parliez tout à l'heure, Maxime Actis, ce jeune saisonnier autour de la Grèce et de la Turquie. Il ne se la pose peut-être pas, mais en revanche, il y répond. Il écrit à un moment, vous écrivez à un moment, il se dit à un moment qui sera toujours une espèce de spectateur, qui sera toujours sur les franges, sur les bords. Donc il est à la fois très informé, il est très informé, aussi informé qu'on peut l'être, chacun de nous, vous comme moi. Il regarde Internet, il regarde un film sur la Syrie, il va voir sur Wikipédia. Et de notre côté, il n'agit pas, il reste en deçà et se donne des arguments d'ordre presque, on pourrait dire, ontologique. Je ne suis pas là pour agir, je suis un spectateur. Et je me demandais dans quelle mesure cette figure, vous n'aviez pas aussi conçu comme une figure critique, comme une façon peut-être de
renvoyer au lecteur occidental, à moi, à d'autres peut-être, une espèce de miroir de leur inertie. Oui. Et c'est difficile. En fait, c'est difficile de répondre, je trouve, à ces questions compte tenu de même ce qui peut se passer en France, en fait, actuellement. Enfin, surtout avec les différentes problématiques, notamment autour de l'écologie. Et c'est vrai que il propose effectivement une sorte de. Enfin, voilà, c'est vraiment une position critique et c'est aussi du coup c'est un personnage avec lequel j'étais très très dur initialement, enfin au tout début. Puis je pense que j'ai aussi amené de la compréhension parce que je pense que face à des situations comme ça, effectivement, de fait, lui, il est extérieur, il n'est pas syrien, syrienne, et voilà, enfin vraiment, il est extérieur à ça. Et je sais pas comment est-ce que formuler ça, mais j'ai l'impression que ce désarroi-là, tout à l'heure tu parlais d'action, et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. Tous les personnages dans mon texte, j'ai l'impression qu'ils se débattent avec cette idée de qu'est-ce qu'on peut produire comme forme d'existence quand on n'est pas libre, quand finalement les moyens de se révolter sont juste déséquilibrés, mais de fait, pragmatiquement, d'un côté, il y a des gens qui ont la force de feu, de frappe, et de l'autre côté, des citoyens, des citoyennes. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde se débat. Il y a à l'intérieur du texte un jeune révolutionnaire qui ne croit plus en la révolution pacifiste et donc du coup se met à prendre les armes et se met à être dans des questionnements sur avec qui s'allier. Voilà, il s'appelle Bassette. Il y a une jeune femme qui se met, elle, à consigner en fait les noms et prénoms des personnes qui sont décédées et à faire un grand site internet qui serait une espèce de cimetière en fait pour celles et ceux qu'on a oubliés. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'ailleurs que c'est un petit peu peut-être un des points communs entre les trois textes, c'est aussi que face à ça ou à des actions qui sont empêchées, qu'est-ce qui peut rester si ce n'est effectivement du lien. On parle du fait que si on est même empêché de rejoindre sa famille de cœur, et du coup il y a un peu ça. Moi j'ai l'impression que à la fin, qu'est-ce qui peut rester si ce n'est continuer de maintenir le lien avec ce qui se passe, avec les gens qui le vivent. C'est une question complexe, surtout vu l'actualité, je trouve. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, une modératrice pendant une rencontre que j'avais faite m'avait dit en fait il s'agit d'un roman collectif aussi parce que ce que vous faites c'est collecter et ça me fait penser à ce que fait ta narratrice, c'est-à-dire que pour moi elle est aussi dans l'action si on l'entend au sens très large parce qu'elle est dans le mouvement, elle marche et elle regarde et elle le fait avec une qualité de présence qui fait que ça vaut en fait ça vaut tout l'or du monde et elle collecte ces petits trésors qui vont s'autodétruire parce que c'est organique mais c'est une qualité de présence au monde et c'est aussi le lien que tu évoquais le lien qu'elle essaie de maintenir avec son père malgré tous ses défauts donc oui, je crois que ça rassemble nos trois projets, c'est cette idée de collecter, de collectif, quoi. Alors, collecter, collectif, et malheureusement l'étymologie me l'interdit, mais tant pis, je le ferai. J'irai vers le terme de consolation aussi. Vous évoquiez, Maxime Actis, cet extraordinaire site cimetière que crée un des personnages, Dima, c'est ça ? Donc, pour dire vite, c'est une espèce de long scrolling sur Internet où apparaissent noms, photos légèrement reniées, des morts de la révolution syrienne. Et vous avez cette phrase très frappante à un moment, elle est là simplement pour les accompagner de l'autre côté. C'est le terme d'accompagner qui m'a beaucoup frappé. Je repensais au terme de compagnie chez Beckett, et je repensais aussi à cette idée. Je me disais que vos trois livres, d'une certaine façon, Hélène Laurin envers votre narratrice, Maxime
Maxime Actrice, donc à travers le site de Dima, et Zoé Cosson à travers ce lieu qui est perdu, ce lieu oublié, ce lieu qui avoue même sa facticité. Je pense à la grotte thermale. Vous parlez du côté factice de cette grotte. J'ai l'impression que vos trois entreprises d'écriture, si j'ose dire, avec des termes vraiment atroces, vos 3 entreprises d'écriture sont vraiment une façon de sauvegarder un peu ce qui reste, et plus que de sauvegarder, plus que d'en garder la trace, d'apporter une espèce de consolation à ceux qui ont perdu, ou à ceux qui sentent, je sais pas, la perte du monde, à ceux qui ont peut-être perdu la Syrie, et à ceux qui voient se perdre un lieu, des traditions, une histoire, un âge d'or plus ou moins fantasmé. Est-ce que vous seriez plus ou moins d'accord avec cette idée? Plus que moins de préférence? Ça me faisait penser à une phrase de Derrida qui dit que le mélancolique, c'est celui qui refuse d'oublier. Et je trouve que je pense que ça peut être assez beau, en fait, cette idée-là qu'on n'a pas qu'on veut se souvenir, en tout cas. Alors Maxime Actier, cette idée de vouloir se souvenir, elle m'amène aussi à une autre dualité dans votre livre, celle qui est d'un côté entre les voix empêchées, c'est-à-dire les générations plus âgées qui n'osent pas parler parce que les murs ont des oreilles, la gorge tranchée d'Ibrahim Kachouch, et d'un autre côté ces slogans qui fleurissent, que vous consignez, un petit peu une façon aussi, là encore, de dire que voilà, on vous a coupé la parole, mais ne vous lamentez pas, ou enfin ne vous lamentez pas trop, il y a encore une possibilité de réécrire, de redire les mots qui passeraient par l'écriture. Une espèce de consolation écrite. C'est vrai que ces images, en fait, c'est des descriptions de photos qui sont sur un site assez magnifique. C'est un site d'internautes en fait qui ont, on va dire, collecté un tas d'images du mouvement révolutionnaire. Et c'est assez frappant effectivement de voir ces slogans qui sont apposés sur des bâtiments en ruine et qui sont par ailleurs porteurs d'une grande vitalité. Enfin, il y a quelque chose de... Et c'est vrai que dans le même temps, voilà, c'est écrit, enfin comment dire, c'est collecté sur un site qui est là pour dire ça a existé, n'oublions pas, les traces vont être effacées par l'État syrien, donc gardons-les quelque part. Donc du coup, il y a vraiment toujours cette ambiguïté-là entre quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie et en même temps vraiment cet effort de faire trace et de garder un morceau de la réalité. Garder un morceau, et je finirai peut-être par là avec vous, Hélène Laurin, garder un morceau de la réalité, mais aussi le conformer, lui donner une forme. Je repense à un passage très frappant de votre livre où je crois que votre narratrice est en train de cuisiner, ou elle réfléchit à ce qu'elle va pouvoir cuisiner. Et elle dit, voilà, c'est mon lien avec les plantes, mon dialogue avec les plantes est quelque chose de très difficile à décrire. Et je me demandais si, d'une certaine façon, une tentative poétique comme la vôtre, et plus largement tentative poétique, et pas nécessairement celle de Ponge ou des autres, ne consisterait pas à trouver aussi des formes qui permettraient de garder ces traces, pas seulement les collecter comme on a dit, mais aussi trouver une forme littéraire, trouver une forme nouvelle. Oui, pour moi c'était très important de trouver cette forme qui pouvait dire quelque chose de nous en ce moment, de l'urgence, de la perte, du deuil, et avec l'idée aussi que c'est une forme qui peut s'apparenter à quelque chose d'organique. Et il y avait l'idée aussi de sobriété dans la forme, c'est-à-dire, même si c'est un mot qui est utilisé maintenant de plein de manières différentes, mais l'idée de pas être dans le trop, qui est quand même un enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire trop avoir, trop vouloir, le rapport au confort, le rapport à l'accumulation. Et je pense que trouver une forme qui va pouvoir dire ça, cette recherche
d'un autre rapport au monde, d'un autre rapport au vivant. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est aussi à renouveler sans cesse pour poursuivre la métaphore du végétal. C'est quelque chose qui pousse, qui se métamorphose, mais je pense que c'est le cas également pour vous, quoi. C'est un défi dans ce qu'on cherche à dire. Ouais. Défi, métamorphose, ça nous ramènerait sur vos terres, Zoé Cosson. Je pense à cette description de carte où la carte devient une plante qui devient elle-même une ossature. Ça nous amènerait à la métamorphose d'une chanson qui s'infile peu à peu dans le livre chez vous, Maxime Actis. Ça nous amènerait à beaucoup de choses, mais ça nous amenait peut-être, pour reparler de consolation, un petit peu à la façon des anciens, un peu à la façon de Plutarque, ça nous amènerait peut-être à, non pas la métamorphose de la catastrophe en bien, qui est, ça vous le montrez dans votre livre, en tout cas on l'entend dans votre livre, qui est peut-être une forme de pensée un peu trop rapide, le tout, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Mais en revanche, peut-être que cette idée, en poursuivant jusqu'au fond la consolation, il restera quand même quelque chose. En tout cas, là, il ne nous reste plus de temps. Donc, merci pour votre attention et merci à vous. Merci. Merci.